Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous savoir, toujours nombreux à regarder la matinale de l'information sur le canal de Info, votre chaîne internationale d'information en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au sommaire de l'actualité ce matin, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC qui se fissure sur le terrain du relèvement de ses organes de base où des camarades militants et sympathisants d'hier se regardent aujourd'hui en véritable chien de faïence. Le parti vient d'ailleurs de choisir de nouveaux hommes pour encadrer et superviser les organes de base dans les 10 régions du Cameroun. À la une également de l'actualité ce matin, la République centrafricaine où l'on est vraiment très loin d'être sorti de l'auberge pour ce qui est de l'escalade de la violence. À preuve, 2 morts ont été enregistrés dimanche au moment où le peuple devrait se prononcer sur le projet de la réforme de la Constitution. En vitrine également ce matin, les élections régionales en France où le Front National a mordu la poussière. En tête au premier tour, dans 6 régions, la formation politique de Marine Le Pen ne remporte aucune région. Au second tour, une victoire pour la droite, tout comme la gauche, qui n'oublieront pas de sitôt ce signal fort lancé par le Front National. Au cœur de l'actualité également, ce matin, la Gambie, qui est depuis quelques jours un État islamique, une décision prise par le très puissant président Yahya Jammeh au pouvoir depuis 1994 à la suite d'un coup d'État. Voilà pour le sommaire. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour les détails. Retour sur ce plateau de la matière d'information sur Canal de Info. Élie Smith, bonjour. Bonjour, Louis Roger. Très bon week-end. Bon week-end. Voilà, et on espère bien évidemment que la semaine va bien commencer. Exactement, c'est notre souhait, malgré les informations qui ne sont pas toujours bien, qui viennent de la sous-région. Voilà. Patrick Christian, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour à Élie et bonjour à nos téléspectateurs. Vous avez passé également un très bon week-end. Ben écoutez, il aurait pu être mieux, mais on se contente déjà de celui-là avec l'espoir que ce qui arrive avant le thème de cette année seront meilleurs. Voilà, je voudrais qu'on commence cette matinale de l'information par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, avec bien évidemment ces remous qui sont enregistrés depuis le lancement du relèvement des bureaux des organes du base du parti. Il faut dire que rien ne va au sein du RDPC, même si quelque part le comité central affiche une légère satisfaction. Oui, écoutez, c'est normal que le comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais affiche une certaine satisfaction. C'est de bonne guerre et peut-être qu'ils sont les seuls à savoir les objectifs qui s'étaient fixés avant le lancement du renouvellement de ces organes de base de ce côté-là. Mais un constat est clair, ce qu'on peut percevoir, tout au moins, même en profane, n'est-ce pas, de ce vaste mouvement de renouvellement des organes de base au sein du parti de Flambeau, c'est que véritablement il y a comme une dissension à l'intérieur du parti. Les violences, les voies de fait, la corruption, les manipulations, les tripatouillages ont fait leur nid, n'est-ce pas, dans ce processus, au point d'avoir des circonscriptions qui forcément ont vu le processus être annulé. On a vu des violences inouïes qui ont même poussé certains chefs d'unité administrative à carrément interdire, n'est-ce pas, ces processus dans leur région. C'est vraiment dommage, mais c'est la réalité. Et vu et regardant tout ce qui s'est passé pendant ce processus, au regard de cette satisfaction du comité central, on peut dire qu'il y a un réel décalage entre la satisfaction du comité central et la réalité sur le terrain. C'est malheureusement le constat qu'on est obligé de faire. Et on fait ce constat pour dire que voilà certainement à partir du RDPC des éléments qui peuvent nous permettre de comprendre quel est le visage global du Cameroun. Le RDPC, quoi qu'on veuille, étant majoritairement présent sur l'échiquier national, dans les sphères de gouvernance et dans les sphères de pouvoir, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on peut essayer de comprendre pourquoi est-ce que le Cameroun a un visage aussi hideux sur certains aspects, autant sur la morale que sur le respect des deniers publics, que sur la bonne gouvernance. On a de manière globale l'impression que
cette image du RDPC impacte considérablement l'image globale de notre pays. Et malheureusement, c'est la réalité de ce que le RDPC est en quelque sorte à l'image, n'est-ce pas, de l'évolution quotidienne de notre pays. Alors, Elie Smith, le sous-préfet du Nord Makombe vient donc d'interdire le renouvellement des bureaux des organes de base du Rassemblement démocratique camerounais dans son unité de commandement. C'était du jamais vu. On n'avait jamais vu une autorité administrative interdire une quelconque manifestation du parti au pouvoir. Ça veut dire que la goutte d'eau avait vraiment débordé le vase. Exactement, et ce sous-préfet, je le félicite. C'était tout à fait normal parce que le sous-préfet, là, c'est pour maintenir l'ordre. Et puis, dans le cas où Nord Makombe et même à Yabassi, le chef-lieu du département, où il y a eu des désordres, je crois qu'à Makombe, c'était un peu pire qu'à Yabassi. Il a eu raison d'interdire. Ça montre aussi que le sous-préfet, l'autorité administrative est au-dessus des idéaux ou des problèmes partisans. C'est un problème interne, hein, c'est un problème du parti, bien sûr, au pouvoir, mais le sous-préfet avait besoin de la tranquillité parce que ça pouvait déborder. Bon, vous savez, on peut critiquer, moi en particulier, je critique, mais de l'autre côté, ça peut aussi manifester une certaine vitalité au sein du parti au pouvoir. Peut-être cette fois-ci, le parti au pouvoir aura comme les représentants ou ceux qui vont les représenter, qui vont représenter le parti au pouvoir dans différentes localités, ceux qui sont réellement les gens qui aiment le parti, parce qu'on a vu aussi que dans les partis au pouvoir, la plupart souvent, elle est prise en otage par des gens qui y viennent parce qu'ils sont des chefs d'entreprise, ils ont leurs ambitions personnelles. Pour qu'un parti politique soit vraiment vitale, existe très bien, il faut qu'elle soit animée par des éléments ou des individus qui croient réellement à son idéal. Voilà, je crois que c'est la raison pour laquelle le RDPC a dévié même des objectifs de son leader, qui est le président de la République, quand il parle du libéralisme communautaire. Tout ça a été mis à côté et aujourd'hui, c'est la corruption qui prime. Pas uniquement parce que toute partie n'est pas tellement mauvaise, c'est que quand le parti se laisse prise en otage par des prébendiers, des gens qui viennent parce qu'il va avoir des contrats, voilà un peu, il y a la déviation et qui est dangereux. Moi, je pense que la réorganisation, oui, il y a des phrases qui ont eu lieu, mais aussi, ça peut aussi signifier le début d'un certain renouvellement à son sein pour qu'elle se mette un peu sur les rails. Voilà. Alors, Patrick Christian, d'abord, on a cette nomination des membres de délégation permanente régionale du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, avec, par exemple, dans la Damawa, M. Mohamedou Abou Ousmanou, dans le centre, M. Ndongo et Sombajan Bernard, que l'on connaît très bien, à l'est, Mongui Sosomba Janvier, à l'extrême nord, Kabaye Guédibé, le président de l'Assemblée nationale, dans le littoral, ce ministre de l'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. La région du Nord, elle sera désormais assurée par Abdoulaye Aboubakari, le Nord-Ouest par Yan Filemon, le Premier ministre chef du gouvernement, la région de l'Ouest par Ibrahim Bombo Djoya, sultan roi des Bamoun, le Sud par le professeur Jean-Fameux Ndongo, ministre des enseignements supérieurs, et le Sud-Ouest par Moussonga Peter Mafani. Alors, c'est quand même une nouvelle redistribution des cartes pour ce qui est donc des hommes qui auront la charge de gérer le parti dans les 10 régions. Il y a des noms qui ont sauté, c'est-à-dire que Paul Biya, qui est le président national du Rassemblement démocratique camerounais, a véritablement choisi ces hommes. Oui, le moins ce qu'on peut se dire, c'est que cette nouvelle configuration des représentants régionaux du parti au pouvoir donne l'impression d'avoir un président national du RDPC qui a reconstitué sa garde rapprochée. C'est des noms connus, c'est des personnalités qui ne demandent plus à faire leurs preuves, sur le plan tout au moins de la longévité aux affaires, comme le président lui-même. C'est on va dire des icônes sur le plan politique national. Et quand vous constatez la redistribution des cartes, on a véritablement l'impression que même au sommet du parti, je veux dire le secrétariat général et le président national, on a senti qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose pour donner l'impression, tout au moins, à défaut de le faire de manière fondamentale, l'impression qu'il y a ce changement-là et qu'il y a cette volonté à tourner une page. Bon, maintenant,
ça n'est pas la première fois que ce type de reconfiguration arrive, malheureusement. Et je vais un peu calmer l'ardeur de Eli quant à la vitalité en disant que malheureusement, ce type de mouvement, lors des renouvellements des organes de base, on les a déjà vécus avant, Eli. On pourrait accepter une espérance si on se disait que c'était une première et que finalement cette première manifeste la vitalité. Oui, nous voulons croire à la vitalité, mais quel type de vitalité? Une vitalité qui conduit au meurtre, une vitalité qui est, on va dire, une répétition d'un certain nombre d'actes. Là, ça peut inquiéter parce que malheureusement, ça n'est pas les premiers forfaits qui sont commis lors des renouvellements de ce type-là. Et ça donne l'impression que les mêmes causes produisent les mêmes effets et qu'on a l'impression de tourner simplement une roue de fortune qui revient au point de départ. Est-ce que la nomination annoncée, telle que Louis Roger le disait à l'instant, de ces responsables régionaux va participer à calmer les ardeurs, à permettre à certains militants finalement de se départir de leurs ambitions? Et je suis d'accord avec vous, Eli. Est-ce que le militantisme est véritablement la raison fondamentale qui amène autant de luttes, autant de bagarres au point d'en venir, n'est-ce pas, au meurtre? Est-ce que véritablement c'est l'engagement idéologique derrière les idéaux du libéralisme communautaire, de la rigueur, de la moralisation qui semble avoir foutu le camp, même dans le parti du flambeau lui-même, de l'unité, du progrès, de la démocratie, de cette idéologie-là? Est-ce que c'est véritablement ces idéaux-là qui animent encore, n'est-ce pas, les camarades de ce parti-là, ceux qui se battent au point d'en venir à la vie des autres camarades? J'ai l'impression qu'on aura difficilement la possibilité de trouver des arguments pour convaincre de ce qu'il n'y a pas derrière cet engagement quand même suspect, n'est-ce pas? Vous voyez des personnalités qui sont prêtes à démissionner d'un certain nombre de responsabilités parce que voulant venir se battre, c'est légitime en politique. Mais quand on regarde la violence et finalement les dégâts que cela occasionne, on se demande comment est-ce qu'on va se relever de ce genre de violence et de ce genre de méga. Donc voilà peut-être l'inquiétude qu'on peut avoir. Mais derrière, si c'est une vitalité objective, une vitalité sincère, tant mieux pour l'espace politique national, parce que à partir du RDPC majoritaire, les autres vont certainement tirer le bon exemple. Mais on n'est pas très proche de cet idéal-là. Mais Eli, on devrait quand même relever quelque chose pour s'en inquiéter un tout petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé de voir un Premier ministre, chef du gouvernement, faire partie quand même d'une région, coordonner le parti dans une région? Est-ce que ce n'est pas diluer son autorité ou sa suprématie, son influence? Exactement. La question que je vais poser, que tous ces individus ou ces hommes qu'on a nommés, est-ce qu'ils ont même d'abord la crédibilité? C'est ça la grande question. Mais maintenant, pour votre question sur le Premier ministre, moi je trouve que ce n'est pas normal. Parce que d'abord, il est Premier ministre de la République. Bien sûr, il est issu du parti au pouvoir, c'est-à-dire qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale parce qu'on a un système semi-présidentiel qui domine l'Assemblée nationale, produit le Premier ministre et le Premier ministre nomme le gouvernement et conduit les actions du gouvernement. Moi, je trouve que le fait de lui nommer comme le coordonnateur dans la province du Nord-Ouest n'est pas une bonne chose parce que ça va d'abord, premièrement, mettre en mal sa crédibilité, comme vous avez dit, et deuxièmement, il aura fort à faire parce qu'on a un moment où on nous demande d'efforts dans la relance économique, je crois que c'est qu'on appelle le plan d'urgence. Le plan d'urgence qui demande, parce que si on regarde bien la croissance camerounaise n'est pas assez pour créer les emplois. Si au même moment, il est là pour organiser les problèmes du parti et aussi chercher les solutions économiques pour la relance de l'économie camerounaise, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Il fallait quand même chercher quelqu'un d'autre. Est-ce que Philemon Yang est quelqu'un des racines? Et un des problèmes que le RDPC a eu avec son idéologie socialo-libérale, qu'il a parlé de moralisation, parlé du libéralisme économique, ils ont dévié de ça tout simplement parce que avec ce genre de choses où on nomme des personnes qui ont double casquette, où beaucoup de gens sont arrivés au RDPC tout simplement parce que être membre du RDPC c'est un passeport pour avoir les contrats, des trucs comme ça. Donc je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Pour moi, on pouvait nommer tout le monde, pas le Premier ministre de la République, parce qu'il ne serait pas objectif. Il va diluer son autorité et il ne va pas se focaliser et nous chercher des solutions de la crise économique que nous avions actuelle. Et pourtant, on est au Cameroun, hein, regardez bientôt en Afrique, je crois la semaine, je crois demain ou après-demain, la Réserve fédérale va augmenter son taux de directeur. Ça va faire que beaucoup des investisseurs qui viennent dans les pays émergents et en Afrique vont retirer leurs fonds en Afrique et dans les pays émergents pour aller les réinvestir aux États-Unis.
Quelle est la solution que le gouvernement camerounais est en train de chercher maintenant pour trouver les solutions? C'est la grande question. Si on est sérieux, on ne doit pas tout politiser. Pour conclure, vous avez vu un acte qui s'est passé en Afrique du Sud. En espace de 4 jours, on a nommé 2 ministres des Finances. Et ça n'a pas donné une très bonne impression dans les secteurs du marché. Si on était une économie qui était très bien, nommer un Premier ministre en tant que chef de parti, Premier ministre, chef de parti dans sa province d'origine, doit quand même donner matière à réfléchir sur la direction que le pays veut prendre. Là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, et comme les autres. Est-ce que Kaba Yégué Djibril a une crédibilité chez lui? Quand les gens le contestent, d'autres gens le disent, on l'accuse un peu de tous les péchés d'Israël. Donc, je trouve que ce n'est pas quelque chose de bien en ce qui me concerne. Parlons à présent de la République centrafricaine, où les Centrafricains, les 2 millions de Centrafricains étaient aux urnes ce dimanche pour le oui ou le non pour ce projet de réforme de la Constitution qui est très attendu en vue de permettre à ce que les élections du 27 et les législatives se passent en très bonnes conditions. Mais on s'est rendu compte également que pour cette consultation, il y a encore eu des morts. Oui, il y a encore eu des morts malheureusement, mais lui Roger, je crois qu'on a beaucoup parlé de ça ici. J'ai l'impression, quand j'ai suivi un peu des 2 morts, je pense, j'ai eu l'impression qu'il paraît que la communauté internationale veut seulement se débarrasser de la République centrafricaine, mais aussi j'en appelle aussi aux pays africains, en particulier ceux de la CEMAC. Ils doivent prendre en compte, ils doivent être conscients du danger que la République centrafricaine pose. Pour moi, toutes ces choses-là, ils vont faire le référendum, ils vont organiser les élections. Tant que les choses élémentaires ne sont pas prises en compte, ça veut dire les partenaires respecter tout ce qu'ils ont promis comme engagement financier, essayer d'accompagner la République centrafricaine, faire que la politique centrafricaine soit une politique inclusive. Je pense qu'il n'y aura pas d'issue dans tout cela. On est en train de se déranger. On veut peut-être s'en débarrasser de quelqu'un qui est devenu comme un colis encombrant, et puis c'est ça un peu. Patrick Christian d'abord, certainement vous ne partagez pas le même avis. Non, mais vous savez, sur la question centrafricaine, c'est bien difficile de trouver un discours contraire à ce que Elie évoquait là, parce que les faits sont malheureusement là et ils sont têtus. On a longuement épilogué, analysé et revu les contours de cette crise centrafricaine, et on s'est même à un moment donné posé la question de savoir si la sortie ou alors l'apaisement en République centrafricaine passait à tout prix par un référendum ou bien une élection présidentielle précipitée, même si les conditions n'étaient pas réunies. Je vous ai entendu évoquer les 2 millions de Centrafricains qui seraient allés aux urnes. Bien, c'est les chiffres annoncés avant par le pouvoir de transition quant au recensement. Mais écoutez, si déjà même la question du nombre de recensés était contestable, il va sans dire que la participation de ces 2 millions supposés de Centrafricains potentiellement électeurs reste elle aussi très contestable au regard quand même des violences qui ont été amenées. Il y a bien évidemment le fameux kilomètre 5 qui a connu lui aussi des violences comme dans d'autres secteurs. Noureddine Adam avait bien annoncé qu'il ferait tout pour troubler, n'est-ce pas, la tenue de ce référendum. Et vous vous rendrez compte que donc il y a eu ces violences, il y a eu déjà des tirs qu'on a eu, des kalachnikovs qui ont résonné, on a même eu des roquettes, des tirs à l'arme lourde. Il a fallu que le général Balakaï Keïta, lui-même le patron, n'est-ce pas, des forces onusiennes, se déplace pour sécuriser certaines unités. Vous voyez, si on en arrive à ce niveau-là, quand on sait que la communauté internationale tient à tout prix à démontrer que les choses se passent dans la calmie, il va de soi qu'on n'ait pas de rapport alarmiste. Parce que véritablement, il faut peut-être se débarrasser de ce collier encombrant, comme le disait Elie. Je ne sais pas si le terme est très approprié, mais la RCA est en passe de devenir plus qu'un collier encombrant pour les Nations Unies. Gouffre financier, insécurité latente, incapacité finalement pour la mission onusienne de sécuriser le territoire centrafricain. Ça, c'est ce qui s'est passé à Bangui. Et en dehors de Bangui, il y a eu d'autres échauffourées. Donc, quelle est la crédibilité finalement qu'on va donner à ce référendum? Moi, je loue plutôt le courage de ces frères et voisins centrafricains qui, pour ceux qui sont présents, même au risque de leur vie, ont quand même voulu sortir. On sent que du côté de la population, il y a réellement une envie de tourner la page, pas parce que la violence est du côté des anti-Balaka ou bien du côté de la Séléka, mais les habitants ont réellement envie de changer de paradigme.
Maintenant, est-ce que les acteurs politiques, est-ce que la communauté internationale joue franc jeu? Il me semble que non. Et c'est à partir de ça qu'on dit que c'est un processus électoral problématique qui a été engagé avec le référendum. Attendons de voir le taux de participation qui nous sera donné. Attendons de voir les résultats. De toutes les manières, il est clair que le référendum, en l'état de ce taux de participation, en attendant qu'il soit confirmé, sera validé. Mais, pour quelle suite? Est-ce que ça présage une suite favorable pour la présidentielle? Est-ce que ça présage un retour véritable à la paix? Parce que c'est ça la question fondamentale en République centrafricaine. Et c'est la question fondamentale que nous posons également pour ce qui est du Burundi, où on a encore enregistré ce week-end près de 90 morts et plusieurs blessés. Certainement, rien ne va plus au Burundi, Elie Smith, et on semble s'acheminer vers un génocide comme certains l'ont prévu. Oui, je crois que je l'avais dit ici, beaucoup de gens ont cru que non, que j'ai un problème personnel avec Pierre Nkurunziza. Vous savez, nos chefs d'État sont très irresponsables. Je crois que c'est le modérateur de l'église protestante du Cameroun qui a dit ça dernièrement, je viens de le lire dans le poste. Ils veulent à tout prix rester au pouvoir, même s'il faut marcher sur les cadavres de leurs concitoyens. Ce qui se passe là-bas, la responsabilité, ce n'est ni l'opposition, ni la société civile, une seule personne, c'est Pierre Nkurunziza. Moi, je pense qu'il faut l'arrêter. Je pense que tuer des gens froidement, et le peuple doit se défendre. Moi, je supporte le peuple burundais, même ceux qui utilisent les armes, parce que un peuple qui ne peut pas se battre face à un despote comme M. Pierre Nkurunziza, c'est un peuple lâche. Il n'est pas victime, mais complice. Mais là, c'est les vaillants hommes qui se battent pour chasser ce monsieur du pouvoir, je les soutiens. Maintenant, c'est autre problème des Africains. La plupart du temps, vous allez voir des gens qui vont venir me parler qu'il y a l'ingérence des Occidentaux. Pourquoi nous-mêmes, nous sommes incapables de prendre des responsabilités? C'est un peu comme en RCA. On dénonce la France, on dénonce la communauté internationale. Mais nous-mêmes, on est incapable de réunir les sommes d'argent qu'il faut. On est incapable d'avoir les gens avec un sens de sacrifice. On est incapable, voilà la République centrafricaine qui risque de devenir notre Somalie et qui serait dangereux pour toute la sous-région. Et c'est le problème aussi qui se passe au Burundi. Moi, c'est là où Paul Kagame peut être ce qu'il est. Si Paul Kagame peut intervenir pour chasser Pierre Nkurunziza et qu'on ne descend pas dans une guerre civile, je suis d'accord. Et Pierre Nkurunziza fait une chose qui est dangereuse. Il crée une milice qu'on appelle les Imburika, ou quoi que j'ai oublié, en RDC, qui ont les mêmes idéologies de la Hutu Power. Il est inspiré par un homme qu'on appelle Tionex Bagasora, qui sont les gens qui avaient créé le Interahamwe il y a 20 ans au Rwanda, qui avaient décidé d'apporter ce qu'on appelle le génocide. La communauté internationale ne doit pas se croiser. C'est là où ça fait mal, lui Roger, quand je suis ce qui se passe au Burundi et que l'Afrique de l'Est est incapable d'intervenir. Donc, il ne faut pas se déranger. La communauté internationale, la Grande-Bretagne, les États-Unis vont intervenir. Et je ne voudrais pas voir un Africain venir se lever et me dire qu'il y a une solution pour les problèmes africains parce que beaucoup de chefs d'État africains font honte. Et attention, c'est la même chose qui se passera aussi au Congo-Brazzaville, ça se passerait aussi en RDC. Il y a un certain nombre de pays qu'on voit déjà les prémices de la violence et nous, on ne fait rien. Mais quand on veut venir intervenir, la France va intervenir, les gens vont dire que les Français interviennent, mais c'est nous-mêmes qui permettons à ces étrangers, ces Blancs, ces Occidentaux de venir s'immiscer dans nos problèmes parce que nos chefs d'État sont irresponsables. Alors, Patrick, ici d'abord, on entend souvent parler des panafricanistes, ceux-là qui défendent le continent, mais on ne les voit pas lorsqu'il y a souvent des conflits en Afrique. Ben, écoutez, vous savez, il y a malheureusement un constat à faire, au-delà de la bonne volonté, parce qu'on peut évoquer la bonne volonté, on peut évoquer le manque d'initiative, on peut évoquer même la mauvaise foi, ça dépend du contexte dans lequel on se trouve. Mais il faut se rendre compte qu'au-delà de tous ces concepts-là, il y a une réalité, c'est que mener une guerre, intervenir, envoyer des troupes, cela demande beaucoup d'argent. Et voilà le point sur lequel nos États butent souvent. On me dira à côté que qu'est-ce qu'ils font de toutes les richesses qu'ils ont? Ils font la gabégie, ils détournent les fonds, les deniers publics, donc forcément ça se comprend qu'il n'y ait pas de moyens pour mettre à la disposition de ces forces-là. Mais moi, je voudrais qu'on évite un peu de généraliser les cas, parce qu'on a connu sous d'autres cieux, notamment en Afrique, des processus qui ont fait honneur à l'Afrique.
je veux dire que les dérives au pouvoir ne sont pas qu'une spécificité de l'Afrique. C'est bien déplorable, on ne peut pas encourager ça. Mais il faut regarder la situation en se disant aussi que parfois, si on se rend compte de ce que nous sommes uniquement tombés, on ne va pas prendre suffisamment du temps pour voir où est-ce qu'on a trébuché avant de se retrouver au sol. Et la situation dans laquelle le Burundi se trouve aujourd'hui est une situation dont certes le président Nkurunziza a sa part et peut-être très énorme de responsabilités, mais c'est une situation qui ne peut pas être prise en compte sans regarder toutes les tractations de la communauté internationale et des pays comme la Belgique aujourd'hui et les États-Unis qui s'en plaignent, alors qu'en plein ces pays-là, dans ces tractations, avec d'autres visées, et ont laissé Nkurunziza s'installer dans une idée confortable de maintien au pouvoir ad vitam aeternam, n'est-ce pas, en l'accompagnant même, il faut le dire, parce qu'il ne faut pas faire la lame de bois, en l'accompagnant dans un certain nombre de processus visant son maintien au pouvoir. Et maintenant, on en arrive à une situation où le Burundi est divisé. Ce que je veux dire, par exemple, dans la situation du Burundi, c'est que au Burundi, malheureusement, une grosse partie de la population est aussi du côté de Nkurunziza. Voilà le paradoxe. Ça veut dire que ceux qui supportent Nkurunziza sont aussi des Burundais. Et malheureusement, on ne peut pas penser qu'une frange de ces Burundais-là, qui tirent à l'arme lourde, qui attaquent, sont les seuls à être Burundais. Donc dans ce cas de figure, il y a un vrai problème. Après les attaques de vendredi, vous avez vu l'énorme marche. Le pays est divisé. Même certains qui sont dans l'opposition estiment que l'escalade de la violence qui vient de l'extérieur ne ressemble plus à une problématique burundaise, ressemble à une problématique qui maintenant semble être déclenchée de l'extérieur. En ce moment, ça pose un problème. Oui, il y a un problème au Burundi parce que depuis la volonté du président Nkurunziza de se maintenir pour son troisième mandat, on a une contestation. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est en passe de dire que cette contestation-là relève simplement des simples Burundais qui prennent les armes pour se battre? Je dis, on peut le dire, mais avec des bémols. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu cette marche au Burundi. Elle n'est pas qu'organisée par les partisans de Nkurunziza. Et je peux vous dire que dans cette marche qu'il y a eu au Burundi, il y a même certains partisans de l'opposition qui estiment que l'escalade commence à être pilotée par d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec la question du Burundi. Et quand je vois aujourd'hui la Belgique qui tout d'un coup demande une intervention des Nations Unies, une intervention de l'Union européenne, moi je dis que ça c'était dans le plan de la Belgique depuis longtemps. Et je parierais même que la Belgique est dans le financement de ces rebelles. Non. Quand je vois les États-Unis qui demandent au personnel de l'ambassade de vider les lieux, les mêmes États-Unis qui ont dit nous supportons la médiation de l'Ouganda, ils ont demandé, vous avez vu comment les États-Unis et la Belgique ont humilié Yahya Boni? Parce qu'une solution africaine que vous demandez, allez être trouvée. Mais je vous dis que c'est la réalité. Yahya Boni a dû voler avec son vol et repartir au Bénin, mandaté par l'Union africaine, simplement parce que les États-Unis et la Belgique n'ont pas voulu qu'il y ait une solution qui vienne de l'Afrique. Sinon, jusqu'aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que c'est uniquement Nkurunziza qui a refusé que Yahya Boni arrive. Il avait donné son OK, jusqu'à ce que les États-Unis disent que la priorité est à la médiation de l'Ouganda, pour après une semaine revenir changer de position. Donc il y a quand même ce flou-là qui fait en sorte que moi je voudrais qu'on prenne le problème du Burundi en allant au-delà de la personne de Nkurunziza. Parce que je suis convaincu aujourd'hui que même si Nkurunziza a une balle dans la tête, le problème du Burundi ne va pas se résoudre. Alors, voilà. Elie Smith. Oui, juste un mot rapidement, lui, Roger. D'abord, le panafricanisme n'est pas africain, c'est un peu comme le manioc, ce n'est pas le Moi, je n'ai jamais parlé du panafricanisme. Ça vient de l'extérieur. C'est moi qui ai posé. C'est moi qui ai posé, pas à vous. C'est moi qui ai posé ce problème. Oui, oui, le panafricanisme là n'est pas africain, c'est un truc venu en France en 1979 par des Noirs américains. L'Afrique n'a rien inventé. Hein. Bon, c'est comme le manioc. Mais autre chose. En ce qui concerne le Burundi, on peut tout dire. Si Pierre Nkurunziza avait respecté la constitution du Burundi, qui demandait 2 mandats, on ne devait jamais avoir le problème qui est arrivé aujourd'hui. Et deuxièmement, même dans le CNDD, qui est son parti, les Hassan Rajabo, beaucoup de gens sont contre lui, parce qu'ils voient que ce monsieur, c'est un voyou. C'est le thème approprié à utiliser. Il ne faut même pas, je sais que je comprends. Je comprends mon ami et collègue et frère qui accuse les États-Unis et la Belgique. Non, le problème est qu'il y a un problème africain qui dit les fourmis ne traversent pas un coup d'eau s'il n'y a pas de lien d'un côté à l'autre. C'est nous-mêmes qui prêtons le flanc pour être frappés. Il y a une constitution dans ton pays, respecte-la. C'est quand vous voulez violer la Constitution. Et autre chose, on a quand même parlé beaucoup ici. Si les Africains ne veulent pas tous les Africains, l'Afrique est multiple, je concède, parce qu'il y a les situations qui ont bien marché en Afrique, et que
cherchez-nous une constitution qui est purement africaine. Personne ne va intervenir. Et maintenant, apprenons à respecter la parole qu'on écrit et on signe. Il faudra qu'on montre. Les États-Unis, oui, chaque pays a ses intérêts. C'est normal que les États-Unis ils profitent de nos failles. Parce que nos chefs d'État, Pierre Nkurunziza, c'est un voyou. Il ne mérite même pas une certaine... Moi, je trouve qu'il est responsable de tout ce qui s'est passé au Rwanda, au Burundi. Et si aujourd'hui, et même la marche là qu'on fait, on connaît comment les marches se font aujourd'hui dans nos pays. On donne de l'argent aux gens pour marcher. Vous allez me dire aussi qu'au Congo-Brazzaville, dernièrement, la contre-manifestation, après ce que l'opposition avait fait le 27, un truc instantané, non, on donnait 10 000 francs aux gens de marcher. Ça peut se passer. Moi, je trouve que pour moi, monsieur Luro, ça peut être dur. Je ne voudrais même pas qu'on dialogue avec lui. Monsieur Boni, il n'est même pas quelqu'un de respectable. On a vu comment on lui a ridiculisé. Non, vous avez vu ce qui s'est passé au pourquoi c'est le mandataire. En tout cas, le débat, c'est pas... Je vais donc conclure. C'est pas le débat ce matin. Lui, il est félicité par les États-Unis, hein, parce que lui va laisser le pouvoir. Non, lui va laisser... C'est un démocrate. Mais si vous dites d'un démocrate qui n'est pas respectable, il n'est pas honnête, parce que chez lui, chez lui, il fait du bien. Mais vous n'avez même pas le contenu de sa mission. Vous ne savez pas quelle est la proposition. On quitte tout de suite. L'Union africaine ne peut pas, pour conclure, l'Union africaine n'est pas une organisation crédible. Mais vous demandez que l'Union africaine fasse les choses avant. Je ne peux pas demander jamais. Elle n'est pas crédible parce qu'elle n'a jamais voulu intervenir. On a vu partout où on viole les élections, l'Union africaine ne dit rien. Alors, on attend également que l'Union africaine se prononce pour qu'il y ait la paix enfin en Libye, où la communauté internationale appelle quand même un gouvernement d'union nationale. Il y a une réunion qui s'est tenue ces jours-ci du côté de Rome, en Italie, où certains pays, et voire même certaines organisations non gouvernementales, souhaitent véritablement qu'il y ait ce gouvernement. Alors, Elie, voilà encore une autre situation, le cas de la Libye, qu'il faut à tout prix résoudre, parce que les Occidentaux ont peur que cela puisse être un terreau propice aux djihadistes. Oui, c'est vrai, la Libye doit être résolue, mais encore, il y a une certaine association, comme on appelle l'Union des pays frontaliers de la Libye et tout ça. Est-ce que l'Union africaine peut faire un rôle? Je ne crois pas. L'Union africaine peut jouer un rôle. Je ne suis pas, je veux dire un truc sur la Libye, je ne suis pas contre le fait qu'on a chassé Kadhafi du pouvoir, mais je suis un peu désolé qu'on n'a pas suivi les mesures qu'il faut. Et c'est là où je suis d'accord avec Christian, que souvent les Occidentaux sont hypocrites. Ils ont chassé Kadhafi. Moi, j'en ai célébré énormément parce que ce n'était pas un homme bien. 42 ans au pouvoir, ce n'est pas bon. On lui a chassé du pouvoir. Son peuple ne manquait de rien. Électricité, la vie paisible, et aujourd'hui c'est le chaos. Qu'est-ce qui fait problème? La longévité ou bien les actes posés, les réalisations? Non, je vais vous dire, en Libye, c'est bien pour ce qu'on dit, si tout était bien, les gens ne devaient pas se lever contre lui. Il y a un truc comme ça. Moi, je crois vous pensez que là-bas, on n'a pas donné les 10 000 comme... Pour que les gens se lèvent. Non, si on donne les 10 000, je suis cohérent avec moi-même. Si on donne 10 000 pour chasser quelqu'un en Afrique qui a fait 30 ans au pouvoir, je suis d'accord. 33 ans, parce que tous ces chefs d'État qui ont mis le temps à la tête du pouvoir africain n'ont rien fait. Ils ont détruit leur pays, le chômage, tout est... La Libye n'était pas si détruite que ça. Oh, la Libye, vous pouvez dire. Mais alors, un pays qui exportait le terrorisme dans le monde, qui voulait islamiser tous les pays africains, qui n'était pas comme pour les chrétiens. Ça, c'est encore un rapport occidental. Non, ce n'est pas un rapport occidental, on le voit. Kadhafi n'aimait pas les chrétiens, il était intolérant, il violait les droits de l'homme, il n'a pas créé une armée nationale. Regardez, prenez... Est-ce qu'il y aura enfin un cessez-le-feu en Libye, monsieur? Est-ce qu'il y aura enfin un cessez-le-feu pour que l'on puisse avoir ce gouvernement d'union nationale qui est attendu? Est-ce que c'est possible dans les délais? En l'état actuel, il faut vraiment prier pour que cela arrive. Parce que au-delà des clivages entre tribus, déjà même en Libye, il faut se rendre compte malheureusement que l'État islamique est déjà solidement implanté en Libye. Maintenant, pour voir quelles sont les motivations d'un pays comme l'Italie, qui a co-présidé ce sommet sur la Libye, il y a quand même qu'il n'y a que 400 km qui séparent les côtes libyennes des côtes italiennes. Et on oublie souvent que c'est l'Italie qui est le pays colonisateur de la Libye. Et donc, il y a un certain nombre de rapports, au-delà même de ces liaisons entre la côte, entre la Libye et l'Italie. Et l'Italie, qui est déjà en proie à de sérieuses difficultés économiques, a bien peur de voir facilement ces djihadistes-là traverser les côtes. Puisque les îles de Lampedusa et si j'en passe reçoivent un flux d'immigrés. Imaginez-vous qu'un quartier général de l'État islamique s'installe et se consolide comme cela est le cas actuellement. Comment faire pour séparer ces djihadistes-là
des réfugiés qui affluent sur les côtes italiennes. Et c'est la débandade pour l'Italie. Donc on comprend à juste titre que l'Italie veuille se mettre à l'abri de ce type de situation. Mais est-ce que les 17 gouvernements, le gouvernement de Tobruk, celui de Tripoli, vont réussir finalement à faire un gouvernement d'union nationale? C'est l'intention recherchée. John Kerry était là, même si le même John Kerry, il y a 3 semaines du côté de la Tunisie, était très sceptique. On a vu que le Premier ministre, en tout cas l'Italie et les États-Unis, ont réussi quand même à mettre ces personnes-là autour de la table. On annonce dans 40 jours un gouvernement d'union nationale. C'est possible, mais on a laissé tellement la situation se détériorer en Libye qu'on a du mal à croire que non seulement les tribus entre elles vont se faire la paix et ensuite vont s'associer pour combattre l'État islamique. Alors c'est en cela, vous savez, j'aime bien nos amis occidentaux parce qu'il y a quand même du côté de l'Occident cette volonté parfois à laisser libre cours à la pensée, à l'expression, ainsi de suite. Mais c'est une hypocrisie grandeur nature. C'est une hypocrisie grandeur nature qui ne justifie peut-être pas l'état des pays africains et d'autres pays, mais c'est une hypocrisie grandeur nature qu'on a le droit de dire, autant qu'ils veulent que cette liberté d'expression nous l'ayons, qu'on a le droit de dire sans pour autant être insolent. Vous savez, quand on s'adresse à des humains comme nous, on doit pouvoir rester mesuré. Mais c'est une hypocrisie grandeur nature et c'est une hypocrisie qui est commandée uniquement par l'intérêt. Et cet intérêt-là est en train finalement d'amener le monde vers sa dérive. Merci Patrick Richard Dobolis. Puis on va poursuivre avec cette matinale de l'information qui s'anime un tout petit peu avec l'Arabie Saoudite qui a quand même permis à ce que des femmes puissent participer aux élections et il y a quand même une qui est sortie du lot. C'est quand même une petite révolution pour ce qui est l'Arabie Saoudite, Lee Smith. Oui, c'est une petite révolution pour un pays qui est le pouvoir du terrorisme dans le monde et qui a un certain combat. C'est là où je suis d'accord avec vous parce que vous voyez un peu l'hypocrisie occidentale. On fait la promotion des droits de l'homme, démocratie, égalité ailleurs, mais en Arabie Saoudite, on a toujours fermé les yeux. Donc c'est quand même une avancée, mais ils doivent faire encore beaucoup. C'est déjà quelque chose pour les femmes, parce que d'abord les femmes n'ont même pas le droit de conduire une voiture en Arabie Saoudite. Même de travailler. Ils n'ont pas le droit de travailler. C'est un pays qui vit à l'époque du roi Saoud, donc il faudra que ça change. C'est quand même une avancée, mais les pays occidentaux doivent toujours mettre la pression. Par exemple, l'enfant là qui a 12 ans, j'ai oublié son nom, qu'on doit exécuter, il faut que les États-Unis, la France, l'Union européenne, quand on parle de violation des droits de l'homme en Afrique ou dans d'autres pays, il faudra qu'on voie sur cette affaire en Arabie Saoudite. Patrick Christian d'abord. Oui, pour être très court, c'est inédit, n'est-ce pas? Qu'il aurait cru il y a encore 5 ans à peine. Droit de vote et droit d'être candidate. Les Saoudiennes ne l'avaient jamais connu et ne l'avaient même jamais espéré. Et on se rend compte que non seulement c'est allé à une célérité, et puis dans une ville comme Riyad, qui est quand même le fief de ce conservatisme, de ce fondamentalisme, si une femme réussit à être élue conseiller municipal, ça démontre qu'il y a quand même des mouvements. Maintenant, allez donc voir, est-ce que c'est pour jouer au politiquement correct parce que le monde entier a les yeux rivés sur le caractère, on va dire, extrémiste de l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'est pour jouer au politiquement correct au moment où l'Arabie Saoudite voudrait quand même qu'on détourne les yeux sur sa capacité et son financement du terrorisme mondial? Est-ce que c'est de bonne guerre, c'est sincère? On va voir d'abord comment le développement va se faire, parce qu'il faut aussi le dire, Louis Roger, il faut le dire, Louis Roger, nous sommes dans une monarchie qui est certes riche, mais qui alimente les foyers de l'autodestruction de l'humanité. Et si on ne le dit pas, on a l'impression que les stratagèmes qui sont derrière la vision de l'Arabie Saoudite ont su que c'est une bonne manière de détourner un peu l'attention de l'Arabie Saoudite de ces questions-là. Et deuxièmement, vous allez vous rendre certainement compte que ces dames qui sont poussées en avant sont des épouses des ténors qui, en fait, mettent leurs femmes pour représenter leur intérêt. Est-ce que ce sera réalisé? On va voir. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a une certaine corrélation avec certaines qui ont fait des études ou bien qui côtoient le monde occidental dans leurs études. Il y en a véritablement qui sont un peu libérales. Mais quelle proportion? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une opération de charme de l'Arabie Saoudite pour détourner l'attention vers le financement du terrorisme et un certain nombre de griefs d'autoritarisme. Le Front National, parlons-en ce matin dans le cadre de cette bataille de l'information avec Marine Le Pen qui avait remporté des élections dans pratiquement 6 régions au premier tour et qui au second tour
n'a aucune région. Alors, Eli Smith, c'est quand même un contraste qui ne s'explique pas. Oui, c'est un contraste qui ne s'explique pas, mais qui démontre un peu que les Français sont hypocrites, parce que je ne comprends pas pourquoi au premier tour ils ont voté pour le Front National et au second tour ils sont rebiffés. D'autres me disent que c'est l'honneur français qui était mis en jeu. Il n'y a pas d'honneur dedans. On connaît déjà qu'il n'y a pas d'honneur, parce que le fait même que dès le premier tour, ils ont décidé de voter pour un parti qui prône au racisme ou à l'intolérance, ça veut dire que les Français sont hypocrites, mais pas peur pour faire le politiquement correct, que mon ami a dit, pas peur pour faire le politiquement correct, ils ont décidé par exemple de barrer la route. Mais on ne doit pas aussi oublier que si le Front National prospère, c'est aussi, il y a des raisons, au-delà de la montée de l'islamisme ou les bombes du 13 novembre, il y a le chômage, il y a le problème de l'insécurité, il y a aussi la prépondérance de Bruxelles sur la France qui fait mal à beaucoup de Français, que souvent ceux qui gouvernent, qui sont politiquement corrects, ne veulent pas suivre. Voilà un peu les trois éléments qui font prospérer le Front National en France et dans d'autres partis, dans d'autres pays de l'Union européenne. La dernière question que je pose aux Français pour en conclure est que oui, peut-être c'était un déboire pour montrer que nous sommes fâchés. Pourquoi se fait-il qu'un parti similaire, son alter ego, qui est de l'autre côté de la Manche, qui est le United Kingdom Independent Party, le UKIP, pourquoi eux, de Nigel Farage, pourquoi eux aussi ne font pas des scores fleuves comme cela? Ça montre que la France a un problème, les Français sont hypocrites. Patrick Christian Dovo. Bon, écoutez, je crois qu'Eli lui-même a répondu à la question fondamentale qu'il posait. La culture du côté du Royaume-Uni est différente, c'est-à-dire qu'on a un direct rule chez les Anglais et qui se manifeste par une politique directe. On ne fait pas la langue de bois. On dit souvent de nos amis français qu'ils ont l'art oratoire. Et maintenant, dans la pratique et le direct, c'est une autre étape. Alors, quand on regarde, on fait une lecture de ces élections-là, c'est vrai qu'on pourrait dire du Front National qu'il est un parti du premier tour. On se rappelle en 2012, avec l'élection présidentielle, on a comme l'impression que les Français utilisent le Front National comme un fusible, n'est-ce pas, pour déverser les choses cachées dans le ventre et après se redonner une bonne figure avec ce qu'on a toujours appelé le pacte républicain. Mais on doit se poser une question, Louis Roger. Est-ce que cette étape, ce deuxième tour de ces régionales en France, sont une défaite réelle du Front National? Il me semble que c'est vrai, c'est peut-être beaucoup plus une défaite du Front National qu'une victoire de la droite ou de la gauche. Parce qu'à la vérité, quoi qu'on dise, le Front National, au-delà de cette défaite, ne fait que se porter de plus en plus mieux. On veut dire, dans une meilleure situation. Regardez, de 118 sièges à 350 conseillers, c'est le triple carrément de ce que le Front National avait. Et ça, c'est une opération qui bonifie plutôt la présence du Front National. Alors vous voyez que Marine Le Pen, dans ces conditions-là, aura facilement les 500 signatures nécessaires pour sa candidature à indépendante à l'élection ou sa candidature à l'élection présidentielle en 2017. C'est une opération de charme qui fait surtout croire qu'il y a un réel problème en France, un réel problème d'appropriation même de la volonté des Français. Et que, je suis d'accord avec Eli, dans cette volonté des Français, il y a quand même une hypocrisie. Si vous vous rendez compte, tous les ténors, que ce soit Marion Maréchal Le Pen qui a perdu dans le PACA, que ce soit Marine Le Pen elle-même, ou bien le vice-président du FN qui lui aussi a perdu dans le Grand Est, on a véritablement l'impression que ces leaders, en tout cas que le Front National, a suffisamment coopté les partisans de la droite. Et en cela, je ferai une lecture transversale et peut-être un peu prolongée pour dire que ça devait être un échec véritable de Nicolas Sarkozy. Parce que les premiers réservoirs de l'électorat où le Front National peut d'abord piquer, c'est d'abord la droite. Et quand on regarde, malgré ce Front républicain, que la droite n'est pas un large écart avec le Parti socialiste, il faut plutôt dire que c'est la gauche de manière globale qui s'est beaucoup plus resserrée. Donc, pour moi, ce n'est pas véritablement une défaite en tant que telle du Front National, mais c'est beaucoup plus un manque de sincérité et même une incapacité de la droite sous Nicolas Sarkozy à se faire une santé. Merci, messieurs, d'être venus donc ce matin, tout dans ces dernières informations pour dire que Yahya Jammeh a transformé aujourd'hui la Gambie en État islamique. Certainement, ce n'est pas pour la promotion
du djihadisme, peut-être bien évidemment pour une autre orientation. C'est donc ici que s'achève donc cette édition de notre matinale de l'information sur Canal Info. On se retrouve ce soir dans le cadre de la soirée de l'information avec d'autres informations.